Virage spécial Salon de l'Auto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale. Bienvenue à Virage. Encore une fois, cette année, on débute la nouvelle saison avec le Salon international de l'Auto de Détroit 2015. Encore une fois, plusieurs nouveautés et concepts ont été lancés ici. Nous allons vous les faire découvrir dans un instant. Mais à chaque ouverture du Salon de l'Auto de Détroit, c'est la voiture et le camion nord-américain de l'année. Et cette année, le nouveau F-150 2015 a gagné. Il a entre autres battu le Chevrolet Colorado. Et la voiture, c'est la nouvelle Golf qui a battu, entre autres, la Ford Mustang. Alors, félicitations à Volkswagen et à Ford pour leur nomination. Sans plus tarder, Luc-Olivier Chamberlain et moi-même allons vous faire découvrir ce Salon de l'Auto de Détroit 2015. Chevrolet nous a présenté la voiture la plus attendue ici au Salon de l'Auto de Détroit, la toute nouvelle Volt 2016, complètement repensée pour cette année, c'est-à-dire qu'on a refait une toute nouvelle voiture et on est parti d'une feuille blanche. Donc, on n'a à peu près rien gardé de l'ancienne génération. Donc, nouvelle carrosserie, nouveau châssis, nouveau groupe motopropulseur également, nouveau moteur électrique et un nouveau moteur à essence 1.5 EcoTech. Ce qu'on a voulu faire avec cette nouvelle génération, c'est d'offrir une voiture beaucoup plus efficace aux clients. Plus efficace, ça veut dire plus économique dans son groupe motopropulseur et aussi avec plus d'autonomie. C'est ce qu'on s'attendait. On avait hâte de voir jusqu'où GM allait aller avec la Volt dans l'autonomie purement électrique. Eh bien, c'est 85 km. Ça va plaire à beaucoup de monde. Autre chose qui va plaire également, c'est que cette nouvelle Volt prend un format un peu plus familial. En redessinant l'intérieur, qui est très moderne, très simple également, on a pensé de faire un 5 passagers. Ça, c'est vraiment différent de l'ancienne génération et ça va plaire à beaucoup de monde. Aussi, de l'espace pour des bagages également. Donc, cette nouvelle Volt aussi fait affaire avec un nouveau système de batterie qui est beaucoup plus compact, plus léger, donc ce qui libère aussi de l'espace de chargement. J'aime beaucoup le style, on a vraiment fait un très bon travail. Elle fait un peu moins haut de gamme que par le passé, mais cette voiture va être drôlement efficace. Autre chose aussi, on a pensé à la technologie avec cette voiture, donc un avertisseur de ligne, une caméra de recul, un avertisseur de pré-collision avec freinage automatique également font partie des équipements de cette nouvelle Volt. Quelques chiffres en terminant sur la Volt, puisque c'est une voiture très importante. Il faut mentionner qu'elle a parcouru depuis son lancement près de 1 milliard de kilomètres, ce qui a permis d'économiser environ 50 millions de litres. Alors, c'est pas peu dire l'efficacité de cette voiture et avec sa nouvelle autonomie de 85 km et son prix avoisinant les 30 000 incluant les rabais, ce qu'on vise avec GM, je pense que la nouvelle Volt va continuer de dominer le segment des voitures branchables.
Chevrolet nous a également présenté le concept Bolt. Il s'agit d'un beau petit véhicule urbain 100% électrique qui peut parcourir autour de 320 km. Pour l'instant, c'est un concept, donc on voit au niveau design, par contre, c'est très réussi et j'espère qu'on va reprendre quelques éléments design, notamment les lumières, la calandre avant du côté chez Chevrolet. C'est vraiment très bien. C'est un 4 places, évidemment destiné à la conduite en ville, puisque 320 km d'autonomie. Du côté de chez GM, on pense que ça peut être suffisant. Mais ce n'est pas tout parce qu'on nous dit qu'on veut changer complètement le marché du véhicule électrique en offrant ce produit-là très abordable. Donc, on pense autour d'une trentaine de mille dollars avec les rabais des gouvernements. Ça pourrait être pour GM très abordable. Et on veut également se dépêcher à sortir ce véhicule parce qu'on veut damer le pion à Tesla avec son modèle 3. Alors, c'est pas rien, c'est la première fois que j'entends un autre constructeur parler de Tesla, ce qui veut dire que ce constructeur commence à déranger dans le marché. Chose intéressante également, on va utiliser plein de matériaux différents pour construire ce véhicule-là. On n'a qu'à penser au plastique, fibre de carbone, aluminium, magnésium. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que ça peut donner, mais du côté de chez GM, on veut le sortir très rapidement. Alors, d'ici peut-être un an ou deux, on peut voir arriver un petit véhicule 100% électrique chez GM. On est chez Volkswagen pour voir un, je ne sais plus combienième VUS, un autre utilitaire sport chez Volkswagen sous forme conceptuelle. On a arrêté de compter, honnêtement, là, on a perdu le fil. Mais avec celui-là, j'ai parlé avec des représentants de Volkswagen et on nous dit que celui-là va effectivement être produit. Il va être situé en dessous du Touareg tel qu'on le connaît. Le Touareg va rester un véhicule de luxe. Et dans le fond, c'est la version 5 passagers du Cross Blue, un véhicule 7 passagers qui avait été dévoilé ici même l'année passée. Donc là, on voit qu'il y a une évolution. Et comme les Chinois sont très friands des VUS, bien, Volkswagen va aller de l'avant et le véhicule va être construit à Chattanooga, au Tennessee, une usine qu'on connaît bien parce qu'elle produit déjà, dans le fond, la Volkswagen Passat. C'est un énorme complexe qui sert à peu près à rien en ce moment, sauf la Passat, mais on avait déjà prévu ces véhicules-là. Donc, véhicule qui est très intéressant et abordable. On n'adoptera pas la même stratégie qu'on a eu avec le Touareg d'aller dans un véhicule qui est quand même assez luxueux, qui s'attaque aux Mercedes, BMW. Là, on va vraiment rester dans les véhicules qui sont plus normaux, je vous dirais. Donc, on va viser Toyota Highlander, des véhicules comme ça. Véhicules un petit peu plus gros. Pour vous décrire un petit peu la stratégie, ce qui s'en vient chez Volkswagen en fait VUS, la prochaine génération du Tiguan va grossir un petit peu pour laisser de la place pour un certain véhicule qui s'appelle le Taygon, un concept qui a été dévoilé au Brésil. Donc, on va avoir un plus petit encore. Et là, on va arriver avec cette version-là, qui va être un 5 passagers. Il va avoir le 7 passagers. Et ensuite, on va arriver avec le Touareg qu'on connaît en ce moment. Donc, comme vous pouvez voir, ça commence à être un petit peu compliqué, mais quand même, au moins, on voit qu'il va y avoir beaucoup de choix. Pour ce qui est de ce véhicule-là, bien, comme vous pouvez le voir, évidemment, avec la borne, c'est un véhicule qui est affichable. Volkswagen nous promet environ 360 chevaux pour cette version-là. Est-ce qu'elle va être disponible dans la vraie vie, la vie de tous les jours? On ne le sait pas, ou du moins pas nécessairement au lancement, mais c'est quand même intéressant ce qu'on propose. Au niveau du design, bien, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu au niveau des derniers concepts, là, comme je vous dis, que ce soit le Cross Coupé ou le Cross Coupé GTE comme on a en ce moment, ou encore le Cross Blue. Donc, les lignes sont très carrées, très rectilignes, très Audi, comme on pourrait dire. On voit aussi que l'évolution au niveau de la calandre à l'avant, il y a des barres de chrome qui s'intègrent maintenant jusque dans les blocs optiques. C'est un petit détail qu'on peut même voir sur le Touareg 2015. Véhicule qui est quand même assez intéressant, mais ce qui est vraiment pertinent à ce niveau-là, c'est qu'il va être produit. C'est un 5 passagers sur cette configuration-là et il va avoir aussi le 7 passagers. Donc, il y a beaucoup de VUS qui s'en viennent chez Volkswagen. On a encore un concept, on a hâte de voir la production, mais on voit que là, ça se dessine de plus en plus. La stratégie s'éclaircit de plus en plus. Donc, on a ça ici pour nous donner un autre avant-goût. Mais lui, on nous a dit qu'il allait être produit, donc déjà une bonne nouvelle. Il reste juste à attendre que le véhicule arrive.
Virage spécial Salon de l'Auto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale. Cette année, la grande vedette pour Toyota au Salon de l'Auto de Détroit, c'est le dévoilement de la version 2016 du Tacoma. On sait à quel point que ce marché est en train de revenir, dans le fond, un peu comme le Phoenix, il renaît de ses cendres avec l'arrivée de GM, avec les Colorado et Canyon. Donc, pas question pour Toyota de s'en laisser imposer, surtout que ça fait 10 ans qu'ils dominent complètement le marché. Donc, ils devaient intervenir et rapidement pour être certains de garder leur part de marché puis garder surtout leur clientèle qui est très fidèle. Au niveau du design, évidemment, bien, c'est un vrai Toyota, on le reconnaît. On s'inspire beaucoup de la transformation qui a été faite sur le Tundra l'année passée, donc au niveau de la calandre qui est très agressive, qui est très massive. D'ailleurs, sur le Tacoma 2016, on va présenter plusieurs types de calandres différents selon les versions. Donc, on reconnaît le style qui est très masculin, qui est très massif, qui inspire au sport et aux activités qui sont évidemment à l'extérieur du pavé. L'ensemble du véhicule a été refait. À l'arrière, évidemment, bien, on confirme l'affiliation, encore une fois, avec le Tundra. Comme on le sait, sur le panneau arrière de la benne, sur le Tundra, c'est clairement indiqué, c'est même embossé à même le métal et c'est la même chose sur le Tacoma. Donc, c'est un détail qui est quand même assez intéressant. Au niveau de l'arrière aussi, bien, les feux sont complètement redessinés, comme tout le reste du véhicule d'ailleurs. On intègre aussi plusieurs petites technologies qui sont quand même assez intéressantes pour le travailleur ou la personne qui aime faire des activités extérieures. D'ailleurs, Toyota, contrairement à la majorité des autres constructeurs qui fabriquent des camionnettes, dans le cas du Tacoma, on n'insiste pas du tout sur le fait que c'est un véhicule qui va être bon pour le travail, pour aller sur les chantiers de construction, des trucs comme ça. On insiste vraiment sur le fait que c'est un véhicule qui est pour le plaisir d'aller jouer dans le sable, d'aller jouer dans la forêt, d'aller jouer dans les sentiers. C'est vraiment l'orientation qu'on veut donner au Tacoma 2016. Au niveau de l'intérieur, tout a été refait de A à Z. Autant avant, le design intérieur chez Toyota, c'était un petit peu endormant, sinon emmerdant, je m'excuse, mais c'était vraiment désolant. Là, on s'éclate vraiment. Une belle présentation avec une espèce de grande pilule qui s'étire sur la largeur du tableau de bord avec plusieurs technologies qui sont intégrées. Puis pour vous illustrer à quel point que Toyota va jouer dans les gadgets, on va jouer dans les bébelles que Lexus nous présente comme la recharge par induction pour les téléphones cellulaires. Un autre détail qui est intéressant, si jamais vous êtes le genre de personne qui aime mettre vos prouesses en route sur YouTube, à partir de 2016 sur le Tacoma, bien, vous allez avoir une caméra GoPro qui va être intégrée à même le rétroviseur. Donc, vous allez pouvoir vous filmer en permanence, que ce soit dans le centre-ville ou encore quand vous allez faire des sentiers en route. Donc, c'est un petit détail qui est très sympathique, un petit peu inutile, mais qui va peut-être attirer quelques acheteurs. Au niveau des motorisations, bien, on reste encore une fois avec deux types de moteurs. On va avoir un 4 cylindres de 2,7 litres et un V6 de 3,5 litres. Malheureusement, Toyota ne nous donne ni la puissance ni les codes de consommation. On nous dit par contre du même souffle que ça va être les plus puissants et les plus éco-énergétiques Tacoma qui vont avoir été produits à date chez Toyota. Donc c'est une bonne nouvelle, plus de puissance, moins de carburant, c'est toujours intéressant. En fait, transmission, bien, on va avoir le choix entre une automatique à 6 rapports ou encore une manuelle à 6 rapports. Donc pour ceux-là qui aiment aller jouer dans les sentiers un petit peu moins intéressant et accessible, bien, sachez qu'avec la mode manuelle, vous allez avoir quand même beaucoup de plaisir. Évidemment, bien, comme toujours, le Tacoma va être disponible soit en mode de 4x2 ou encore en mode de 4x4. Donc, c'est le Tacoma 2016, un véhicule qui est très important et Toyota va énormément insister sur ce véhicule-là au cours de la prochaine année, essentiellement pour aller contrer les Colorado et Canyon. Moment de disponibilité, on s'attend vers l'automne. Avant ça, il va falloir attendre encore un petit peu. Donc, un beau produit chez Toyota cette année.
Chez Cadillac, on nous a présenté la CTS V, la berline la plus performante jamais produite chez Cadillac en 112 ans d'existence. Comme performance, qu'est-ce que ça veut dire? Un V8 6.2 litres qui développe 640 chevaux, 630 livres-pieds couple. C'est plus que ce que peut offrir la concurrence chez Mercedes ou encore BMW pour un véhicule comparable. Si on regarde du côté des chiffres, bien le 0-100, c'est 3,7 secondes, c'est performant. On va avoir une vitesse de pointe de 320 km/h. La suspension, puisqu'on peut aller sur la track avec ce véhicule-là, on utilise la 3e génération de suspension magnétique. La suspension magnétique est utilisée maintenant dans le reste de l'industrie automobile. On sait que ça provient de chez GM. La transmission 8 vitesses également adaptée pour la course automobile. On dit qu'on va avoir les freins les plus performants de l'industrie automobile sans option, donc on n'a pas à débourser davantage pour ces freins Brembo ultra performants, ultra résistants. C'est une berline, c'est une voiture pratique, mais une voiture que vous pouvez utiliser pour faire de la course automobile. Alors maintenant, vous devez vous demander c'est quoi ce véhicule-là? Eh bien, nous sommes du côté des Chinois. Effectivement, les Chinois font un grand retour au Salon de l'Auto de Détroit. Si vous voulez, je peux vous conter la première expérience que j'ai eue avec les Chinois en 2008. La première fois que je suis venu au salon ici, il y en avait. Pour vous donner l'idée de ce que c'était à cette époque-là, l'écran de navigation était un carton qui avait été collé directement sur le tableau de bord et un de mes savants collègues s'était simplement accoté sur le véhicule et il avait défoncé la suspension avant. Aujourd'hui, on voit que le véhicule est passablement plus solide que ma première expérience avec le véhicule. Avec les Chinois, et je dois admettre qu'au niveau du design, je trouve pas ça très laid. C'est pas très inspiré parce qu'on voit vraiment l'inspiration du côté de chez Hyundai au niveau de l'avant. Au niveau du panneau de custode, c'est une copie du concept Nissan Kick qui a été présenté au Brésil. Donc, les Chinois sont fidèles à eux-mêmes et le copient de A à Z. Dans le premier communiqué de presse qu'on a reçu de la part de GAC, parce qu'on nous présente en première mondiale le GS4 Triumphi, c'est le nom qu'ils lui ont donné, c'est extraordinaire. Mais écoutez, ils nous disent que ce véhicule-là est un utilitaire sport de haute performance. Je ne sais pas tout à fait c'est quoi leur définition de haute performance en Chine, mais clairement, pour l'Amérique du Nord, je ne suis pas convaincu que c'est de la haute performance, surtout qu'on annonce deux moteurs, un 1,3 litres et un 1,5 litres, sans toutefois nous faire de mention au niveau de la puissance pour les dites hautes performances. Je dois admettre, j'ai fait le tour du véhicule quand même assez rapidement. Au niveau de l'intérieur, je vous dirais qu'on est très loin de ce que j'ai vu en 2008. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus intéressant, mais je vous dirais que ça se compare à Kia à l'époque, en 2000, quand ils sont arrivés au Canada, en fait. Donc, on voit qu'il y a quand même une progression, mais écoutez, il n'y a d'aucune manière ce véhicule-là va être vendu au Canada ou aux États-Unis sous peu. On a beau dire qu'il passe les tests d'impact en Europe, je ne suis pas convaincu qu'ils vont faire ceux d'Amérique du Nord, mais il reste que là, on voit que les Chinois y insistent de plus en plus pour venir percer sur le marché nord-américain. Et juste pour la petite histoire, GAC est la compagnie partenaire de Chrysler sur le marché chinois. Donc, peut-être qu'on va voir certaines choses arriver via Chrysler, mais je ne suis pas convaincu que ça va se faire minimalement avant une dizaine d'années. Donc, c'est GAC, une marque que vous allez probablement oublier d'ici les 5 prochaines minutes.
Chez Buick, on nous a présenté le convertible Cascade, qui est en fait une version du Opel Cascade qui roule déjà en Europe. C'est un véhicule 4 places muni d'un toit en toile. Et ce qu'il faut retenir de ce véhicule, c'est le style, le design. Il est vraiment très beau, très réussi, surtout avec son toit. Normalement, un convertible avec le toit de toile, ça se gâche un petit peu lorsque le toit est en place. Eh bien, avec la Cascade, c'est vraiment très réussi, très joli. Autre point, c'est que ce toit peut s'actionner jusqu'à une vitesse de 50 km/h en 17 secondes, ce qui est très bien. On a également un moteur 2 litres dans ce véhicule, une suspension sport, et il est muni de plusieurs caractéristiques de sécurité comme l'avertisseur de changement de voie, avertisseur de pré-collision, caméra de recul et plusieurs autres. Le seul petit hic, c'est que ce beau véhicule n'est toujours pas prévu pour le Canada. Ladies and gentlemen, it's time to explore the future of Buick. Harvest of light in the day of night. Whoa, whoa, I see. Buick a présenté le premier concept de l'industrie automobile il y a 75 ans. Voici qu'il récidive cette année avec le Buick Avenir. Il s'agit d'un exercice de style montrant les prochaines générations de berlines chez Buick. Si on regarde côté style, c'est vraiment très réussi, notamment sa calandre, la partie avant, va représenter le nouveau visage de Buick. Mais là où elle retient mon attention, c'est surtout à l'intérieur. Un intérieur 100% digital, un intérieur digne des plus grandes berlines haut de gamme de l'industrie. Vraiment, j'espère que Buick va s'inspirer de ce concept pour dessiner ses futurs intérieurs parce que là, c'est vraiment très réussi. En terminant à l'intérieur, petite caractéristique intéressante, cette voiture est munie de caméras qui reconnaît le visage du conducteur et règle la voiture selon les paramètres que vous avez pré-réglés. C'est fort intéressant. Autre chose, côté mécanique maintenant, ce véhicule concept reçoit un nouveau moteur à injection directe V6, une nouvelle transmission à 9 vitesses, un système de traction intégrale. Bref, si Buick reste très près de ce concept à venir pour développer ses prochaines voitures, on peut dire sans jeu de mots que Buick a un bel avenir. Infiniti has a clear expansion strategy involving new models and new markets to make this brand a true global player in the automotive premium segment. And one of these cars that's going to play a key role in this development, especially here in the US, is the Q60. So with this, ladies and gentlemen, please welcome the Infiniti Q60 concept. Who do we think we are to consider the driver more important than the car? To pursue a vision that captures the sports coupe. A vision that transmits the driver's intention to the wheels, connecting man and machine as one. A vision driving us to power it with a new engine family and to handle that power at every turn. A vision for design that demands attention, aggressive and progressive, inside and out. So who do we think we are? A company that believes that the best car in the world is not a car. It's you inside an Infiniti. Introducing the Infiniti Q60 concept.
On est maintenant du côté de chez Infiniti et on a dévoilé ici une des vedettes du salon. C'est le concept Q60. On le devine avec son nom que c'est un concept et que c'est la prémisse au futur coupé Q60 qui va arriver d'ici 18 à 24 mois en concession, donc ça devrait aller très vite. On s'attend à une version de production qui devrait être dévoilée au cours de l'année en Europe probablement parce qu'Infiniti veut vraiment développer son marché de ce côté-là. Pour en revenir au véhicule qu'on a ici, évidemment, bien, on dit que c'est une étude de style, mais mon ami Alfonso Albaissa, qui est le directeur du design chez Infiniti, nous a confirmé à maintes reprises que le véhicule qu'on voit en ce moment est à quelques détails près ce que va être la version de production. Donc, une très belle nouvelle puisque le design est extrêmement réussi de ce côté-ci. On va faire une petite analyse ensemble. Donc, au niveau de la calandre, évidemment, bien, on voit la ressemblance avec le concept et Inspiration qui a été dévoilé à Paris en septembre dernier. Il y a un nouveau détail, par contre, qui s'ajoute chez Infiniti. On ne sait pas encore si ça va s'étendre au reste de la gamme ou si la Q60 va être le seul véhicule qui va l'avoir. Mais on vient d'ajouter une petite bande à l'avant ici. C'est quand même un petit détail qui est intéressant, qui rajoute à la finition. On voit aussi que le logo est rétro-éclairé. Ça, attendez-vous pas à ce que ça fasse la production. Ça m'étonnerait énormément, mais pour le spectacle, c'est très intéressant. Chose qui est agréable, c'est comme je vous disais avec la Q60 et le concept Inspiration, on voit une évolution au niveau de la calandre d'Infiniti qui est en constante mouvance. À un moment donné, Infiniti va finir par s'arrêter et déterminer une ligne qui va être finale et sans appel. Mais pour le moment, on est toujours en évolution, mais on voit quand même une affiliation. Comme on le sait, bien, la Q60, c'est la version coupée, entre parenthèses, de la Q50. Donc, c'est pour ça qu'au niveau du design avant, on reconnaît des airs de famille avec la berline. Donc, c'est tout à fait normal et on voit l'évolution. On aime ce qu'on voit en ce moment. On va même chercher de l'inspiration au niveau de d'autres concepts comme la Q50 au rouge. On voit particulièrement ce fait-là au niveau de la découpe ici qui est faite en arrière des roues. Personnellement, je ne suis pas certain que je trouve ça très beau, mais c'est quand même une belle affiliation, mais ça l'indique surtout que le véhicule a un caractère qui va être sportif. Au niveau de la ligne de toit, bien évidemment, c'est un coupé. Dans la version actuelle, on voit même un grand toit panoramique, c'est très intéressant. Et on constate encore une fois une autre évolution. Il y a le fameux coup de fouet au panneau de custode ici chez Infiniti qui est en constante évolution au même titre que la calandre. Alors que précédemment, il y avait vraiment une courbe qui était très prononcée. Maintenant, on voit juste une certaine cassure qui est faite au niveau de la ligne, ce qui est quand même intéressant. C'est un petit peu moins dynamique, mais ça reste toujours élégant. Et pour ce qui est de l'arrière, bien évidemment, bien là, on reste dans l'esprit Infiniti, même que je trouve que ça ressemble encore un petit peu trop à l'ancienne Q60, le modèle qu'on a actuellement sur le marché. Il aurait pu aller un petit peu plus loin, mais on reste quand même assez conservateur. Et une des choses qui est étonnante, c'est qu'on dit que c'est un coupé intermédiaire, mais c'est un véhicule qui est relativement petit. En fait, comparez pas ça même à une série 3 de BMW, une série 4, pardon, de BMW ou une A5, c'est beaucoup plus petit que ça. Au niveau de l'intérieur, bien, Infiniti sont reconnus dans leur concept pour faire des véhicules spectacles qui sont absolument extraordinaires. La Q60 concept ne fait pas exception à cette règle-là. On retrouve un intérieur qui est en surpiqûre avec des diamants, une finition en laque de piano avec des accents d'aluminium et de fibre de carbone. C'est excessivement bien réussi, mais là encore, au niveau de la production, attendez-vous à avoir exactement la même planche de bord qu'on voit dans la Q50. Au niveau de la motorisation, il y a encore un certain flou. Le concept, par contre, lui, il y a un V6 de 3 litres dont la puissance n'est pas dévoilée. Pour ce qui est de la production, on ne sait pas si on va récupérer intégralement les moteurs qui sont déjà dans la Q50. Même chose au niveau des transmissions. Une chose qui est certaine, on s'attend à ce qu'il y ait minimalement plus de 300 chevaux sous ce capot-là au niveau de la production parce que c'est nécessaire puisque toute la compétition va jouer dans ces talles-là. Donc, un véhicule qui est très intéressant, design absolument réussi. Un des coups de cœur que j'ai eu au salon ici. Reste à attendre encore, comme je vous disais, d'ici un an et demi, 2 ans, on va enfin voir la version finale avant son introduction sur le marché. Mais ce qu'on voit nous donne une belle prémisse de ce qui s'en vient chez Infiniti. This is the all-new Ford F-150 Raptor.
D'entrée de jeu au Salon de l'Auto de Détroit, Ford nous ont parlé, bien sûr, qu'ils travaillaient très fort sur des voitures semi-autonomes, voire des voitures autonomes, des voitures hybrides et de nouvelles générations de voitures électriques. Mais dans la réalité, on nous a présenté tout autre chose, des voitures extrêmement performantes, dont la nouvelle version de leur fameux Raptor, ici, basée sur, bien sûr, le F-150 2015. Mais il faut faire attention puisque ce Raptor est un véhicule propre 100%, c'est-à-dire qu'il a son propre châssis en acier. Bien sûr, ses panneaux de carrosserie vont suivre en aluminium et on utilise un nouveau moteur à l'intérieur de ce Raptor. Il s'agit du 3.5 EcoBoost double turbo. On nous dit qu'il va être plus performant que le 6.2 qu'il remplace. Donc, c'est au-delà de 411 chevaux, puisque le 6.2 faisait 411 chevaux, 434 livres-pieds couple. Donc, ce moteur va surpasser le tout. Pour aller en route, pour s'amuser, ça nous prend de la performance, mais ça nous prend une suspension et des roues. Et évidemment, Ford ont fait le travail de ce côté-là avec une suspension adaptée pour la conduite hors route. Bien sûr, la direction a été également ajustée afin de mieux répondre, surtout lorsqu'on se promène à basse vitesse. Et bien sûr, lorsqu'on parle de traction, on a placé un système 4 roues motrices où on va être capable d'ajuster la traction selon le mode où on va être. Donc, on peut être sur de la roche, de la boue, le tout, on va pouvoir ajuster. On a même pensé aux amateurs de sensations fortes et qui aiment filmer leur exploit. Et on a même un système de caméra GoPro qui est disponible dans ce véhicule-là pour pouvoir filmer ses exploits en route. Dans l'ensemble, évidemment, le style est très réussi. On a regardé la partie avant du véhicule, la partie arrière. L'emphase est mise évidemment sur le style, la robustesse et bien sûr l'apparence de puissance et de hors-route pour ce véhicule. J'aime bien les contours d'ailes, j'aime bien les roues surdimensionnées, évidemment avec des pneus hors-route, bien sûr. Et le confort à l'intérieur, il est optimal pour ce Raptor. Encore une fois, l'habitacle, bien sûr, est calqué sur la nouvelle version du F-150 2015. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans la réalité, surtout pour le côté puissance et performance, mais c'est très prometteur pour la nouvelle génération du Raptor. As you can see, the all-new F-150 Raptor is built to live off-road, just as our next vehicle was born on the racetrack. Ladies and gentlemen, please welcome Ford Group Vice President, Global Product Development, Raj Nair. On sait que la Ford Mustang est la voiture qui offre le plus de versions dans l'industrie automobile. Eh bien, voilà que Ford nous en présente une nouvelle avec la GT350R, ni plus ni moins la version de course de la Mustang, puisque cette fois-ci, on a pris les grands moyens, on a retiré l'air climatisé, retiré le siège arrière, utilisé de nouveaux matériaux, dont la fibre de carbone. Même les roues sont faites en fibre de carbone, ça permet de sauver à peu près 50 livres. Si on regarde l'aérodynamisme d'une voiture, puisqu'on va aller sur la piste avec ce véhicule, bien c'est la partie avant qui est le plus spectaculaire avec son aileron extrêmement profilé, également l'aileron actif arrière et bien sûr, on utilise un moteur de course à l'intérieur, un nouveau V8 5.2 litres qui va développer au-delà de 500 chevaux, au-delà de 400 livres-pieds couple. On utilise aussi une transmission manuelle à 6 vitesses axée sur la course automobile. On a des amortisseurs aussi de course et une nouvelle suspension MagnaRide adaptative, donc une suspension qui est active, qui permet de choisir son mode de conduite si on va sur la piste, en ville, confort, sport, sport plus, bref, on peut personnaliser la conduite avec cette voiture-là. C'est une autre Mustang, mais une Mustang cette fois-ci adaptée à la course automobile. J'ai bien hâte de pouvoir conduire cette nouvelle version qui est peut-être la plus dénudée, mais la plus performante des Mustangs.
Ford a surpris tout le monde en présentant la Ford GT de 3e génération. Il s'agit de la 3e version, si vous voulez, puisqu'il y a la version de course, la GT40, il y a la version de route, la Ford GT, et nous avons ici la nouvelle génération de Ford GT. Ce qu'il faut mentionner, c'est que cette voiture-là ne sera pas seulement un concept, elle va prendre vie puisque d'ici un an, elle va être produite. De là vient la grande surprise. Il faut parler de la conception et de la construction de cette voiture-là qui est absolument remarquable. Elle n'aura vraiment rien à envier aux meilleurs exotiques, nommez-les les Ferrari, les Lamborghini et autres véhicules. Si on regarde du côté de sa construction et de sa conception, c'est assez spectaculaire les matériaux utilisés par Ford pour cette nouvelle GT. On parle de cellules monocoques en fibre de carbone pour le passager et le conducteur. Également, les panneaux de carrosserie qui seront en fibre de carbone. L'aluminium sera utilisé également pour les sous-cadres. Bref, une construction de qualité internationale avec ces nouveaux matériaux. Si on regarde du côté mécanique, puisqu'on a affaire à une voiture super sport, bien, on utilise un moteur de course, il va de soi. Le moteur utilisé en Daytona Prototype Racing, c'est un 3,5 litres V6 double turbo qui devrait développer au-delà de 600 chevaux dans cette voiture. Jumelé une transmission double embrayage à 7 vitesses, elle aussi transmission de course, bien sûr. L'aérodynamisme est actif. Le son du véhicule est tout simplement spectaculaire. On n'a qu'à regarder les sorties d'échappement ici. L'aérodynamisme actif, ça va faire une voiture de course sur la route. Alors, c'est une voiture, évidemment, il faut s'attendre à un prix exorbitant et aussi à une rareté de ce véhicule-là. Mais il va vraiment être produit d'ici un an. Alors, assez spectaculaire et très bonne nouvelle du côté de chez Ford. Très osé et aussi, il faut dire que si j'étais dans les culottes de Lamborghini et de Ferrari, je tremblerais aujourd'hui. Now, our first F-brand vehicle, it was the ISF. It was launched back in 2008. It was followed by the LFA Supercar just a few years later. And just 1 year ago here in Detroit, we introduced the RCF High Performance Coupe, all building momentum for Lexus's high-performance niche brand. Today, we're here to introduce our next F model, our first mid-sized luxury sedan to receive a high-performance F brand injection and transform into an all-new track-ready, road-devouring beast. Ladies and gentlemen, the 2016 GSF. Cette année, Lexus, au Salon de l'Auto de Détroit, c'était un mot, chevaux vapeur. On veut de la performance chez Lexus. C'est fini les histoires qu'il y a juste du confort, de la douceur de roulement et du luxe ostentatoire. On s'enligne maintenant vers les performances. La preuve, Lexus a choisi le Salon de l'Auto de Détroit pour nous présenter en première nord-américaine la version RCF GT3. C'est exactement le même modèle qui court actuellement au Japon et qui est victorieux. L'objectif de Lexus, c'est de rentrer en Europe maintenant. C'est la prochaine étape dans la série GT3, évidemment. Donc, on va aller s'attaquer à Porsche, BMW, Mercedes et Audi de ce monde qui courent déjà dans ce segment-là. Pour le moment, en Amérique, il n'y a rien qui s'en vient à ce niveau-là. C'est même un peu incompréhensible pourquoi ils ont présenté le modèle ici, mais en tout cas, on sait qu'ils veulent s'orienter vers la haute performance. Heureusement, il y a aussi la vraie vie, la vie de tous les jours. Et c'est ici même à Détroit qu'on nous a présenté la GSF, la première berline intermédiaire de haute performance. On va aller voir qu'est-ce que ça dit.
On a connu la ISF, la LFA, on a maintenant la RCF et là, on découvre la GSF. C'est la première fois que Lexus se lance dans le marché des berlines intermédiaires de haute performance. C'est difficile à dire si on vient s'attaquer au E63 AMG, au M5 ou encore au Audi RS7 parce que ce véhicule-là a 467 chevaux contre les 3 Allemands qui, eux, en ont tous au-delà de 550. Donc, où que la Lexus vient se positionner, c'est pas clair, c'est pas certain, mais une chose est sûre, c'est un très beau véhicule. On reconnaît les éléments de design, évidemment, qui sont propres à Lexus. Pour ce modèle-là, on en a profité également pour changer le devant. L'ensemble des blocs optiques a été refait. L'ensemble du bouclier ici aussi a été refait. C'est naturel puisqu'on lui donne le traitement à la F. On remarque aussi que toutes les composantes qui sont normalement en chrome maintenant, c'est un peu en titanium, c'est teinté, c'est vraiment intéressant. Et on retrouve aussi l'énorme calandre en sablier qui, là, on intègre des mailles à place de la calandre habituelle qu'on retrouve et on récupère exactement la même forme au niveau du bouclier qu'on le reconnaît aussi sur la RCF. Un autre détail qui est intéressant, évidemment, c'est les belles jantes de 19 pouces à 2 couleurs. On fait appel à Michelin avec ses Super Sports, évidemment, pour avoir le maximum d'adhérence. Un autre détail qui est intéressant, on fait un petit peu comme Audi en changeant la couleur des coffrets, des rétroviseurs extérieurs. C'est vraiment intéressant, mais c'est un léger manque d'inspiration à ce qui me concerne parce que Audi fait sensiblement la même chose, sauf qu'au lieu d'être simplement peinturé comme chez Lexus, chez Audi, c'est en aluminium poli, donc c'est un petit peu plus haut de gamme. Un autre détail, évidemment, qu'on reconnaît avec les F chez Lexus, c'est cette grande ouïe qui vient longer ici derrière l'aile, derrière l'arche de roue avant. Malheureusement, l'intégration est toujours pas très heureuse avec cette ligne-là ici qui vient couper l'aile en avant. Je ne sais pas pourquoi que Lexus s'obstine à mettre cette ligne-là. Il devrait carrément l'enlever. Ce serait beaucoup plus réussi en ce qui me concerne. La ligne reste sensiblement la même. À l'arrière, on intègre un petit becquet en fibre de carbone au niveau du coffre et comme sur toutes les F, les vrais F et non pas juste les F Sport, on retrouve les 4 sorties d'échappement à l'arrière posées en diagonale. C'est très intéressant. Esthétiquement, c'est distinctif aussi. C'est une belle bébelle pour s'amuser. Sous le capot, bien évidemment, Lexus a mis le paquet. On n'a pas cherché à aller plus loin qu'avec la RCF. On récupère exactement le même V8 atmosphérique de 5 litres qui développe 467 chevaux et 389 livres-pieds de coupe. Mais pour avoir ces chiffres-là, il faut monter dans les régimes, puisque pour le couple, il faut monter à 4800 tours minute pour être capable d'aller chercher le maximum de la puissance. Est-ce que tout le monde va conduire à cette vitesse-là, à cette hauteur de régime-là? J'en doute énormément, mais il reste que l'effort est là. Est-ce qu'on va avoir une version encore plus puissante pour vraiment aller s'attaquer aux Allemandes? On ne le sait pas. Pour le moment, je vous dirais que c'est un peu du milieu de gamme de haute performance. Au niveau de l'intérieur, bien là, évidemment, on fait le traitement royal. On arrive avec des appliques en Alcantara un peu partout, donc sur l'ensemble du tableau de bord avec des belles surpiqûres bleues qui confirment l'affiliation avec F. Les sièges aussi, ils sont beaucoup plus moulants qu'ils étaient avant. Coloration 2 tons et au niveau de la planche de bord, bien là, oubliez ça, les boiseries, on fait appel à de la belle fibre de carbone. Donc, Lexus arrive enfin dans le marché des berlines de haute performance, dans l'intermédiaire cette fois-là. Est-ce que ça va être un succès? C'est difficile à dire. Lexus n'est pas réputé pour être un véhicule, une marque qui produit des véhicules de haute performance, mais au moins l'effort est là. Mon seul doute que j'ai, c'est au niveau de la performance. Est-ce que Lexus va être capable d'aller affronter sur le terrain qui est dominé par les Allemandes depuis des années? Bonne question. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un nouveau joueur qui est arrivé ici aussi à Détroit. Ça s'appelle la Cadillac CTS-V qui, elle, a 640 chevaux. Donc, est-ce que Lexus vient se placer dans tout ça? Bonne question. C'est le marché qui va vous le dire. Voilà pour cette émission sur le Salon international de l'Auto de Détroit 2015. C'est pas fini puisqu'on vous réserve d'autres modèles, d'autres nouveautés, d'autres concepts dès la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une agréable semaine à l'antenne de Télémac. La Capitale Assurance Générale est fière de vous avoir présenté l'émission Virage.